Alors donc pour faire ça, donc on le fait directement ici dans la console. On n'en a rien à foutre de ce qu'il y a dans la page essai. Ah, s'il vous plaît. Donc vous voulez utiliser une variable, vous la déclarez en général. Donc on verra qu'on peut ne pas déclarer la variable. Vous pouvez venir tout à coup et faire ça, a égale 23. Alors je finis avec ça, hein. Donc maintenant, vous faites ça, a égale 23. Vous déclarez une variable en lui affectant la valeur. Je n'utilise pas le mot-clé var. Très important ça. Alors, les scopes au niveau de JavaScript, dès maintenant, il faut le savoir. Tout à l'heure, quand on avait défini des fonctions, d'accord? Et quand vous déclarez des variables à l'intérieur d'une fonction, si vous utilisez le mot-clé var, eh bien, votre variable, elle est locale à la fonction. Elle est locale à la fonction. On verra plus tard qu'on peut définir d'autres fonctions à l'intérieur d'autres fonctions, etc. Donc, on peut créer des scopes, plusieurs scopes, les uns à l'intérieur des autres. Et donc ici, si vous êtes à l'extérieur, c'est-à-dire ici au niveau de la console, vous faites var a égale 23 ou var a ou tout simplement a égale 23. C'est à peu près la même chose. Votre variable, elle est globale. Alors maintenant, si vous êtes à l'intérieur d'une fonction, où elle se trouve? Si vous faites tout à coup a égale 20 et a n'existe pas, n'est pas déclaré, eh bien ça devient une variable globale, même à l'intérieur de la fonction. Ça, c'est spécial. D'accord? Alors ça, donc, voilà, ça c'est la première des choses. Mais bien sûr, revenons à var a égale 23. Eh bien ici, si j'écris a point, vous voyez que mon a, il s'agit d'un objet. Et donc si je veux savoir quel est le type de variable, parce qu'a priori, vous avez une variable qui s'appelle a, mais il est de quel type, vous avez dit? On avait dit que JavaScript n'est pas typé. Et donc, à un moment donné, vous avez une variable, vous voulez savoir de quel type elle est, eh bien, vous avez un opérateur qui s'appelle typeOf. Et donc, ici, ça va me retourner, ici, number. Il s'agit d'un nombre. Alors, si la variable a est égale à 23.09, il s'agit aussi d'un nombre. Et donc, ici, au niveau de JavaScript, on ne distingue pas entre les entiers et les flottants, etc. Tous, c'est des nombres. Maintenant, si vous avez un nombre, eh bien, vous avez des fonctions JavaScript, par exemple, vous avez parseInt et parseFloat. Alors, si vous faites ici parseInt, parseInt de ma variable a, eh bien, ça va me retourner la valeur entière de ma variable a. D'accord? Et puis, bien sûr, pour ma variable a, point, vous avez ici to exponentiel. Je pense que c'est explicite, ça, to exponentiel. Et donc, si vous faites ça, oui, vous pouvez écrire avec la notation exponentielle, mais il faut savoir que ça vous retourne une chaîne de caractères. Mais aussi, vous pouvez faire var a égale 2, 3. Vous pouvez écrire ça. Et ça, c'est 2, 10 à la puissance 3. Et donc ici, a, c'est 2000. Vous voyez, donc vous pouvez aussi utiliser cette notation exponentielle pour exprimer une variable. Donc voilà, il y a les nombres. Maintenant, les booléens. Les booléens, quand est-ce que vous allez l'utiliser? Très souvent, quand vous faites des tests. Et donc, vous faites, par exemple, 34 égale égale. Là, vous êtes en train de faire un test. Égal à 45. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, ça devrait me retourner ici false. Et donc, si je fais ça, si je fais var a égale à ça, eh bien, ma variable a, ça va être égal à false. Mais aussi, si vous faites a point, vous allez avoir aussi des propriétés ici. Vous les voyez. Ça veut dire qu'il s'agit en réalité aussi d'un objet. Un objet booléen. Et aussi, vous pouvez utiliser encore une fois typeOf pour savoir quel est le type de votre variable. Ici, on a le deuxième type qui est booléen. C'est bon pour booléen? Attention pour booléen. Donc ici, les booléens, quand on veut faire des comparaisons. Quand vous faites, alors si je prends 0, est-ce que ça c'est égal à une chaîne vide? Et je suis en train de comparer les patates et les tomates. Mais je dis ici 0 patate égale 0 tomate. C'est comme si vous employez les unités. Ici, regardez ici, c'est true. Et alors qu'est-ce qu'il fait donc le moteur JavaScript?
Et vous lui dites comparer patate et tomate, lui, il ne sait pas faire ça. Il doit convertir tout à un booléen et après, il va comparer. Et donc, il va faire un casting. Il va caster le 0 en booléen, ça donne false. Et il va caster le chaîne vide en booléen, ça donne false. Et false égale à false. Mais ici, on a une comparaison, possibilité d'une comparaison stricte au niveau du JavaScript. Et donc ici, on met 3 égales. Et ça, c'est propre au langage dynamique comme JavaScript. Et là, c'est false, parce qu'une chaîne de caractères, ce n'est pas un nombre. La comparaison se fait d'abord sur les types. Si les types ne sont pas les mêmes, false. Si les types sont les mêmes, après, on va comparer les valeurs. Voilà pour les nombres, pour les booléens. Après ça, on a dit, qu'est-ce qu'on a? Les strings. Alors, les strings, var s égale, et donc ici, égale blabla. Donc, il m'a écrit des choses, c'est bien, merci. Vous voyez, s égale blabla. Voilà. Et donc, alors, si je fais s point aussi, il s'agit d'un objet, puisque vous voyez que vous avez plein de, ici, alors, vous voyez ici des trucs. Est-ce que c'est une méthode? Est-ce que c'est un attribut? C'est une propriété. Et donc, alors, la première propriété à connaître, c'est length. C'est une propriété. C'est la taille, 22 caractères. Mais si j'écris s point, par exemple, big ou le blink, ce sont des méthodes. Si vous faites ça, ça vous retourne une fonction. Et si ça vous retourne une fonction, ça veut dire qu'il s'agit d'une méthode. Et bien, pour l'appeler une méthode, il faut mettre les parenthèses. Et bien, voilà ce que ça retourne. Ça me crée une chaîne de caractères entourée de balises blink. Blink, c'est clignoter. Et vous pouvez faire donc s.link et ça va me retourner. Alors, s.link. Et là, ça va me retourner. Donc, si vous passez un paramètre ici, ça va me retourner un lien hypertexte. Avec ce que j'ai passé comme paramètre, c'est le href. OK? Et ça, c'est des méthodes inutiles, à mon sens. Hein? Mais vous avez des méthodes qui sont très puissantes au niveau de JavaScript et qu'on reviendra dessus. Par exemple, je ne sais pas moi, vous lui dites char at et donc vous lui dites la position 4, il va vous retourner le caractère à la position telle. Vous avez plein de méthodes. Je ne sais pas moi, par exemple, hein? Index off, oui. Index off. Alors vous lui dites, est-ce qu'il y a le caractère, est-ce qu'il y a la chaîne LK? Alors, LK, je cherche la chaîne LK. Est-ce que ça existe? Je ne sais pas. Et oui, ça existe, c'est à la 14e position. Alors, la 14e position, c'est la 15e position. Et ça commence à 0. Le premier ADA, c'est 0. Et donc ici, c'est à la 14e, à la 15e position. Et ça, c'est très utile, ça, pour faire chercher une chaîne de caractères. Et vous pouvez lui dire où commencer la recherche, etc. Et on verra que ça, c'est très puissant, index off. Vous avez S, et donc on reviendra sur des méthodes comme par exemple search, parce que très souvent, quand vous manipulez des chaînes de caractères, vous cherchez quelque chose à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Et la grande puissance qu'on verra ici, à ce niveau, c'est qu'ici, on peut donner ce qu'on appelle des expressions régulières. Et donc ici, par exemple, je fais ça, et donc ça me retourne 0, etc. Et non, alors ici, donc, je passe une expression régulière. Donc vous ne comprenez pas qu'est-ce que ça veut dire ça. Yak. Oui, donc ça me répond. Et c'est quoi les slash et anti-slash? Les slash que j'ai mis là, et donc on reviendra et on verra ça. Et ça permet de faire par exemple, des recherches. Je vous donne une expression, par exemple, je vous dis ça, c'est un mot de passe. Mais comment vous allez faire pour savoir qu'il s'agit d'un mot de passe? Ah, vous allez faire chercher est-ce qu'il y a l'arrobas, etc. Eh bien, on utilise des expressions régulières et donc c'est tout un chapitre qu'on va voir après. D'accord? Alors, il y a des méthodes qui sont très puissantes. Il y a search, il y a replace, etc. Il y en a d'autres. Il y a split, par exemple. Split, ça c'est très fort. Je lui ai dit de me splitter la chaîne de caractères avec une expression régulière comme ça. Et ça va me retourner un tableau ici, qui a été découpé ici, là où il y a l'espace. Ça me retourne un tableau. Donc voilà pour les chaînes de caractères, ça va? Chaîne de caractères. Alors la chose que j'ai pas dite, c'est que vous pouvez écrire par exemple ici blabla, ça c'est une chaîne de caractères, plus une autre chaîne de caractères. Comme ça, vous pouvez utiliser des expressions comme ça si vous voulez. Ça c'est la concaténation.
Mais je peux utiliser une chaîne de caractères, vous pouvez l'utiliser aussi comme ça, et utiliser vos méthodes directement dessus, directement sur la valeur. Et ça c'est vrai même pour ce qu'on avait vu tout à l'heure. J'écris par exemple 34, et bien là je peux écrire les méthodes. Seulement ici au niveau de l'intelligence, hein, donc par exemple on avait vu tout à l'heure tout exponential. Hein? Alors, j'ai pas bien écrit la fonction, mais je peux l'appeler sans problème. Vous écrivez le nombre et vous chaînez. Mais ça, c'est pas très utile, ça. Après, qu'est-ce qu'on a? Les tableaux. Alors, les tableaux. Donc, var t égale new array. Et donc, pour les amateurs de l'orienté objet, donc, on commence à voir le mot-clé new. Mais c'est donc à bannir ici. Donc je crée un tableau et donc ma variable t, il s'agit d'un tableau. Et tableau vide ici. Si je reprends et je mets ici de 23, et t ici, il contient 23 positions qui sont indéfinies. C'est comme si vous avez réservé de l'espace, mais ça ne sert à rien. Si vous continuez et vous faites ici ça, là je crée un tableau t donc les paramètres que je passe, si vous passez un seul entier, c'est le nombre d'éléments dans le tableau. Si vous passez quelque chose d'autre qu'un entier, eh bien, il va vous initialiser ce tableau avec ce que vous avez passé. Donc ici, je passe ces deux éléments, il a initialisé le tableau avec ces éléments. C'est bon? Alors, mais la manière avec laquelle il faut travailler quand vous faites du JavaScript, eh bien, vous initialisez le tableau avec la notation, on appelle ça notation littérale. J'écris 45, through, virgule, et là j'ajoute un deuxième tableau. Alors j'ajoute, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. J'ajoute ici un tableau qui contient false, un seul élément, et je ferme mon tableau. Ouais, je crée un tableau qui contient des éléments. Voilà. Mon tableau contient 3 éléments, et le troisième élément, c'est encore un tableau. Vous voyez ici, c'est array. C'est bon? Oui, c'est dynamique. Oui, alors, donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Maintenant, vous avez votre tableau, vous voulez ajouter des éléments. Vous avez plein de méthodes pour ça. Alors, il y en a 4 à connaître, hein, parce que c'est vraiment les tableaux, ils sont très utiles pour les manipuler en ajoutant des éléments, en supprimant des éléments. Alors, les méthodes à connaître, c'est, vous avez push. Et push, ça ajoute à la fin. Et donc, je vais ajouter blabla, et je fais T, vous voyez que ça a ajouté à la fin. Alors, vous avez la méthode inverse de push, c'est pop. Et donc, si je fais pop, vous voyez que j'ai retiré l'élément qu'il y a à la fin, mais il faut bien savoir que je l'ai complètement enlevé du tableau. Et ça, c'est super. Et on peut ajouter des éléments au début, et donc ça, c'est t.shift. Un shift. Et je vais ajouter encore un 0. Et donc, si je fais t, vous voyez que j'ai ajouté au début, c'est un shift. Et pour enlever au début, c'est t.shift. Alors, vous faites ça, var e égale t.shift, et ça va vous retourner le premier élément, et ça va l'enlever, et vous le récupérez dans votre variable e, parce que vous voulez l'utiliser. Et donc, vous pouvez créer les piles, les fils, etc., en utilisant les tableaux. J'ajoute à la fin, j'enlève au début, j'ajoute au début, j'enlève à la fin, etc. Donc, vous pouvez vous amuser avec ces 4 méthodes. Tout à l'heure, on avait vu, au niveau des chaînes de caractères, on avait vu split. D'accord? Et donc, alors, split, ça permet de couper une chaîne de caractères. Si vous avez un tableau, bien, vous pouvez faire l'opération inverse. Et donc, c'est join. Alors, mon tableau, c'est t.join, et vous lui donnez un paramètre, c'est ce qu'on appelle la glue, la colle, parce que vous voulez coller votre tableau, et donc vous faites ça, vous voyez ici, ça a collé mon tableau. La glue, c'est ce que je lui ai passé. Ah, ça peut vous paraître pour le moment, coller un tableau avec des tirets, ça n'a pas de sens, mais quand vous prenez une URL, vous prenez un path, un chemin, vous avez ici des étapes au niveau du chemin, une hiérarchie. Et là, vous avez la glue ici, c'est les slash.
Si vous avez une query string, quand on a le point d'interrogation ici, là, vous avez A égale machin, E commercial, vous vous souvenez? B égale blabla, etc. Si je vous donne la query string, ça, et je vous dis quels sont les éléments qu'il y a dedans, il s'agit d'une chaîne de caractères. Eh bien, il faut la couper le et. Vous allez avoir des éléments dans lesquels vous allez avoir variable égale valeur. Et vous prenez chacune et vous la coupez de égale. Et vous obtenez, et vous faites de vos transformations et vous faites le travail inverse après. Donc je split et après je fais join. C'est très courant au niveau de la programmation. Je split, je join. Mais ici, split, on a vu tout à l'heure, c'était très puissant parce qu'on peut utiliser ce qu'on appelle les expressions régulières. Et ça, c'est ça qui fait la force. Alors là, ici, quand vous faites join, vous donnez la glue. Qu'est-ce que vous voulez utiliser pour... Voilà, pour les tableaux aussi. Donc T ici, point, j'ai oublié de le dire, point length, c'est l'attribut, hein, vous voulez faire des boucles pour parcourir vos tableaux, c'est l'attribut length. D'accord? Et donc ici, for i égale 0, i doit rester inférieur à t.length et plus pour parcourir le tableau. Alors, en dernier lieu, c'est bon? Alors, et si vous dites quel est le type de données d'un tableau, eh bien, il s'agit d'un objet. Enfin, ils sont tous des objets, mais ici, c'est spécifiquement, c'est un objet. Il n'y a pas de type array, hein. Et donc ici, on privilégie toujours la notation littérale. T égale les crochets, et non pas new array. Évitez ça, new array. Maintenant, les objets. Alors, les objets, encore une fois, donc, je vais commencer par utiliser new. Donc, var o égale new object. Bon, ça ne sert pas à grand-chose, hein. Je crée un objet. Si je lui dis o, eh bien, mon objet est vide. Mais, encore une fois, les objets, comme les tableaux, c'est tout simplement des sacs pour contenir des données. Et les objets, au niveau de JavaScript, c'est les dictionnaires. C'est comme des dictionnaires, des hash tables. Alors, c'est quoi un hash table? Eh bien, prenez votre objet, .atr égale, et si je lui dis O, alors qu'est-ce que j'ai fait ici? Mon objet, initialement, il était vide, il n'y avait rien. Vous voyez les accolades? Et après, j'ai fait O.atr, j'ai créé un attribut dynamiquement. Et je lui ai affecté 234. Et là, donc, objet, voilà, donc il m'a ajouté l'attribut. Si vous voulez ajouter une méthode, vous faites quoi? Donc, O, donc je vais appeler ça met, égal. Mais là, une méthode, c'est une fonction. Eh bien, on lui affecte une fonction, donc function. Et vous pouvez donner des paramètres si vous voulez. Et là, donc je vais faire juste console.log. Donc ici, fnc, hein, donc function. Et ici, donc, je ferme. Alors, qu'est-ce que je fais ici? J'ajoute une méthode à l'objet O, dynamiquement. Et ici, donc, si je fais O, alors attention ici, O.met. Et on l'avait testé tout à l'heure. Si je fais ça tout simplement, il s'agit d'une méthode. Si je fais ça, qu'est-ce que ça va me retourner? Ça va me retourner la déclaration de la fonction, function, etc. Si vous voulez l'appeler, bien, il faut mettre les parenthèses. Et vous l'appelez. Alors ici, j'ai mis console. Vous avez vu? Donc ça a exécuté le code, c'est pour ça consolo is not defined. Voilà, donc alors les objets, mais la puissance des objets au niveau de JavaScript, c'est que vous pouvez les appeler comme ça. Donc je fais O.atter que j'avais défini. Ça va me retourner 234. Mais je peux l'appeler comme ça. Et là, ça donne beaucoup de puissance. Peut-être que maintenant, vous ne pouvez pas mesurer cette puissance, mais il faut savoir que ça existe. Vous pouvez appeler l'attribut exactement qu'il s'agit d'une clé au niveau d'un tableau. Hein? Et donc, voilà, j'accède à la même valeur. Et alors, qu'est-ce que ça va nous ajouter ça? Eh bien, ça va nous ajouter la possibilité que je peux, ici, les clés que je vais utiliser pour mon objet, ils peuvent être dynamiques. Vous comprenez? Vous ne comprenez pas. Alors, on va créer un tableau dynamique, enfin un objet dynamiquement. Donc ici, je crée var O1, comme ça vous allez être sûr qu'il n'existe pas. Et ici, je vais utiliser maintenant la notation littérale, s'il vous plaît. Je ne vais plus vers new object. La notation littérale pour un objet vide, c'est ça.
Je crée un objet vide. Donc, si j'efface tout ça et j'écris O1, c'est un objet vide. Vous êtes d'accord? Alors, je vais faire une boucle. Donc, for var I égale 0, point virgule, I doit rester inférieur à 10, point virgule, I plus plus. Et là, dans ma boucle ici, je vais créer dynamiquement, je vais ajouter des attributs à mon objet. Et donc mon objet, il s'appelle O1, d'accord? Et donc ici, je vais mettre les crochets. Et là, la clé, c'est moi qui la donne. Je vais la donner de manière dynamique. Alors, je vais mettre ici key underscore, c'est moi qui choisis ce que je veux. Et là, je vais mettre ici plus i. Et là, je vais affecter égal à i fois i. Donc, je fais au carré. Et j'exécute ça. Donc, maintenant, si je reviens à mon objet O1, vous voyez que mon objet O1, il contient plusieurs éléments. La clé K0 que j'ai générée dynamiquement, il contient 0 au carré, 1 au carré, 4, etc. C'est bon pour ça? Et là, ça donne de la puissance. Vous pouvez créer des objets de manière dynamique. C'est très, très puissant. Donc voilà pour les types. Donc alors, il y a d'autres types. Par exemple, on a dit, vous dites ici, par exemple, je lui dis X. Et alors, X, c'est quoi X? Is not defined. Alors, var, I égale nul. Ça, vous avez ça? Nul. Donc ça, c'est un type à part, donc nul. Mais vous avez aussi un defined. Alors, si vous déclarez, quand on définit une fonction, par exemple, la fonction que je définis qui retournait tout à l'heure une erreur, c'était dans O.met, si vous vous souvenez. Hein, mais j'avais fait une erreur dedans. C'était ça. Vous voyez que la console, elle est... Hein, je le corrige. Et je l'appelle. Donc, O.met. Si je l'appelle, il va me retourner undefined. Oui, il a retourné la valeur que. Ben ça n'a pas retourné ça. Parce que la fonction ici, il fait console.log. Donc il a fait ça. Mais la valeur que vous voyez ici, le undefined, c'est ce qu'il a retourné. Si on met return, eh bien, vous n'allez plus avoir. Vous voyez ici les flèches, il faut bien comprendre les flèches. Là, c'est l'appel que j'ai fait, là, c'est la valeur retournée. D'accord? Ça va pour les types? Ça va. Donc on arrête ça aussi.